Donc c'est vrai que quand vous cherchez du travail en tant que technicien de support, je vais vous expliquer un petit peu les comment dire, comment est-ce que vous allez pouvoir aborder ce travail de technicien de support? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être technicien de support? Donc, je vous explique un petit peu les best practices justement pour ce travail de Enterprise Desktop Support Technician. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans cette petite vidéo? On va voir les systèmes de troubleshooting, l'architecture de Windows, les outils diagnostiques. Donc déjà, voyons voir déjà qu'est-ce que c'est une personne qui est un Enterprise Desktop Support Technicien rôle. Ça veut dire que peut-être que vous allez être embauché dans la suite en tant que technicien de support. Parmi les quatre là qui sont dans l'information, je crois qu'il y en a déjà certains qui font ce travail-là, on est d'accord, hein, Julien? Oui, 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 c'est déjà mon boulot aussi. Ouais. Voilà, donc c'est un des boulots, c'est très recherché évidemment, forcément. Alors attendez, je vais juste faire un truc. Alors donnez-moi juste 2 secondes. c'est la 9 ou bien la 10. De quoi? Le cheminement des... Le 9. C'est la 9, ah, ok. Alors je vais juste ouvrir un document. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va vraiment essayer de voir euh, qu'est-ce que c'est qu'un technicien de support et surtout tous les outils que vous allez pouvoir utiliser. L'intelligence, en fait, compte fait que vous allez essayer d'utiliser toujours des outils qui sont dans Microsoft. C'est-à-dire qu'on est toujours tenté d'avoir des outils payants ou des outils qu'on télécharge, mais on va essayer de voir comment on peut utiliser des outils qui sont intégrés dans Windows. C'est quand même pas mal, hein, on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir des outils tierces, hein. Ok, donc on va avoir un peu ce boulot de support technicien. Hop là. Ok. Donc on parle de. Alors je vais brancher ma tablette graphique. On va faire un peu de dessin. Parce que je sais que vous adorez mes dessins, n'est-ce pas? Bien entendu. Bien. Bien sûr. Mais bien sûr, mes dessins, je vous les signerai, hein, vous inquiétez pas, on sait jamais. Ça peut coûter de l'argent plus tard. Ouais, pour Alors, nos enfants. voilà. Alors, je vais aller lancer je sais pas ce qu'il y a après. Ouais, ok. Je vais lancer un petit schéma. Enfin, je vais lancer mon petit snippet là que j'adore. Ok. Et on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce travail de technicien de support. Alors, donc, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Donc, je vais mettre là. Ok. Donc, en fait, quand on parle de l'enterprise desktop, on parle de EDST. EDST, qui veut dire en anglais Enterprise Desktop Support Technician. Donc, ça veut dire c'est un technicien qui va travailler dans une entreprise. Je ne parle pas d'un technicien. Bon, c'est la même chose, hein, vous me direz, mais c'est pas la même approche. Euh, hmm, Le quand vous êtes, DST. voilà, EDST, c'est pas la même approche quand vous êtes, par exemple, si vous êtes, disons, imaginons que vous êtes, pardon, excusez-moi, vous êtes en train de diagnostiquer un problème d'un particulier. Je dis pas qu'un particulier ça a moins d'importance qu'une entreprise, mais la, la logique est un peu différente. En tout cas, aujourd'hui, le rôle de l'enterprise desktop support, c'est d'augmenter la productivité de l'utilisateur. D'accord? Donc, ça veut dire d'augmenter ce qu'on appelle la productivité, donc productivité des utilisateurs. Alors, attendez, juste 2 secondes, excusez-moi, je fais juste une pause. Je sais pas. Donc, on parle, donc ce rôle, en fait, compte, c'est d'augmenter la productivité de l'utilisateur en, en- en essayant de trouver l'issue, enfin de troubleshooting et faire en sorte que quand il y a un problème, essayer de le résoudre le plus rapidement possible. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre ce rôle et il y a plusieurs rôles, plusieurs sous-rôles. Enfin, normalement, quelqu'un qui s'occupe de la partie troubleshooting dans une société doit être un bon troubleshooter. Ça veut dire qu'il doit rapidement, mais ça c'est avec le temps, quickly, donc hein, quick,
essayer de trouver et diagnostiquer la panne. Et c'est très difficile, évidemment, vous le savez. Après, avec l'habitude, vous le savez tout de suite, hein, quand il y a un problème, vous en doutez. Et avoir une knowledge resource. Ressource, c'est quoi? C'est d'être familier avec la plupart des produits, pouvoir installer du hardware, pouvoir installer du software, pour faire du monitoring et de la maintenance. Et surtout, pouvoir communiquer. C'est très dur pour un technicien de se mettre au niveau de l'utilisateur. On a tous confronté à un problème, ou même nous, où on vous l'a dit peut-être un jour, tu es trop technique, la personne elle comprend rien du tout. Ça sert à rien de faire des explications techniques à une personne qui n'est pas technicienne. Franchement, ça sert à rien. À la rigueur, faites une petite analogie avec des images, des choses simples. Si la personne a un problème, voilà, il y a un problème sur le réseau, vous n'avez pas accédé à un serveur, vous ne commencez pas à dire, ah oui, je pense qu'il y a un problème sur l'UNC, l'IP du serveur, je dois revoir le firewall. Non, mais laissez tomber. Déjà, l'utilisateur, vous allez le stresser, il ne va rien comprendre. Non, non, vous dites, oui, effectivement, j'ai vu, j'ai compris que, donc vous répétez, vous faites ce qu'on appelle du PNL, j'ai compris que vous avez ce problème-là, je vais tout faire pour le résoudre le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de donner des explications techniques. Et puis donc, il faut essayer surtout d'être le moins technicien possible, le plus humain possible. Ensuite, il y a information source. Euh, Même si vous ne connaissez pas la réponse, même si la réponse vous ne la connaissez pas, même si la réponse vous ne la connaissez pas, vous devez savoir où avoir la réponse. Donc, vous devez savoir où avoir la réponse. Et si vous ne connaissez la réponse, et si vous ne connaissez pas la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Pas stresser le client, pareil, le rassurer au maximum. Mais dans une entreprise, si vous ne connaissez pas la réponse, qu'est-ce que vous devez faire? Savoir à qui demander. Et si voilà, et on appelle ça comment? Il faut escalader. Voilà, escalader, bien, escalader, voilà, escalader. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a plusieurs niveaux dans une entreprise, il y a plusieurs niveaux, ok? Ça, c'est important de comprendre les différents tiers. Alors, quand on parle de tiering, si vous êtes dans des grosses boîtes, hein, je parle bien, hein, vous avez différents niveaux, ok? Ça veut dire que quand vous avez un problème, donc on va imaginer un utilisateur a un souci, ok? Donc, on va prendre l'exemple. On a ici l'utilisateur Tom, il n'arrive pas à imprimer. Il vient chez Bob. Comment? Il dit, il vient chez Bob, Il vient, je sais le technicien Bob, pas. pour lui Oh, sauver la vie. allez. Et il n'arrive pas à imprimer. Donc en général, les premiers niveaux sont envoyés au helpdesk niveau 1. Ça vous dit quelque chose, ces différents niveaux? Le niveau 1, niveau 2, tout ça? Oui. Ouais. Et le niveau 1, en général, c'est le helpdesk. Donc c'est la première personne qui reçoit l'appel. C'est important de comprendre ces termes-là, même si vous dites, mais qu'est-ce qu'il me dit, Fabrice? Des fois, on le classe, celui qui reçoit l'appel dans certaines entreprises, le classe niveau 0. Ah bon? Il reçoit Ah, l'appel, il vous le transmet, que telle personne a tel problème, mhm, et vous recevez l'appel pour traiter l'incident. mhm. Donc, vous êtes classé au niveau 1. La D'accord. personne qui reçoit l'appel, l'entrée, classée niveau 0. Bon, je sais pas. Ok. Donc, le niveau 1, qu'est-ce qu'il fait? Il va catégoriser le problème. D'accord? Donc, la catégorie, c'est un problème de print. Pour qui? Pour le end user. Quel end user? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un impact important ou pas? Est-ce que c'est une personne qui fait un peu de travail, c'est pas grave, elle ne peut pas imprimer, elle peut attendre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est très impactant? 2 étant très impactant, 0 pas impactant, 1 moyennement impactant.
Donc, ça vous catégorisez le problème et vous essayez de trouver le problème. Attention, vous n'êtes pas là que pour aiguiller, hein, sinon c'est un peu facile. Si à un moment donné, j'envoie le problème à Julien et que Julien il est au niveau 2, on va voir les différents niveaux après, niveau 3, niveau 4. Si j'envoie un problème au niveau 2 et que c'est juste un problème de ramette, à mon avis, Julien, tu vas pas être content. Tu es d'accord avec moi? Ouais, bien sûr. Ah, tu dis, attends, t'es payé pour quoi? T'es pas un aiguillage, hein. Si par contre, vous n'arrivez pas à régler le problème, c'est un problème vraiment de réseau. Dans ce cas-là, en fait, compte, vous avez escaladé ça au niveau 2. Ok, le niveau 2, c'est un autre niveau. Donc, il y a plusieurs niveaux, hein. On va essayer de les voir, ces différents niveaux-là. C'est assez simple à comprendre, hein. Je vais vous montrer les différents niveaux qui existent. Ok, donc on voit pas, on voit pas tout ça en détail, hein, mais c'est vraiment juste pour vous montrer les différents niveaux tiering. Ok, donc on va mettre support tiering. Ok, donc, on va mettre juste desktop support technicien et on va mettre tiering. Tiers. Ok, je vais vous montrer à l'écran ça, c'est important de le connaître. Bon, je pense que vous connaissez tous, mais il y a des techniciens qui commencent aujourd'hui, vous avez déjà de la bouteille, mais il y a plusieurs niveaux. Je pense que ce schéma-là, il explique très très bien les différents tierings. Ah, t'as raison, le 0, hein, Jean-Richard, c'est vrai que je pense pas, moi je commence directement, hein, c'est ce que tu voulais dire, Jean-Richard, c'est ça le tiers 0. Affirmatif. Affirmatif, mon capitaine. Chef, oui, chef. Bon. Donc le tiers 0, c'est en bas, c'est le self-support. Alors tu vois, quand je dis self-support, pour moi c'est le self-support. C'est l'utilisateur qui c'est pas vraiment le technicien. C'est que lui-même, il va trouver une solution, l'utilisateur. Alors après, tu as le tiers 1. Bon, bah, c'est pas trop grave, hein. Le tiers 1, c'est Basic Issue, Answering General Question and Software Functionality. D'accord? Donc régler des problèmes basiques. Répondre à des questions générales et des petites software, des fonctionnalités sur le software. Ensuite, le niveau 2, c'est In-Depth Technical Support. Donc là, en fait, compte, c'est des niveaux déjà avec des techniciens qui ont un niveau haut. Ensuite, il y a le niveau 3 qui est l'Advanced Problem, Investigation, Code Level. Donc là, vraiment au niveau du code de l'application. Et puis le 4, c'est quand vous appelez directement le revendeur. Ok, donc on voit bien ces différents niveaux-là, on les revoit ici. Self-help, tu vois. Donc tu vois, Jean-Richard, pour moi, le self-help, c'est lui-même, c'est l'utilisateur qui se trouve lui-même une solution. Ok. Ensuite, le helpdesk, service desk, technician support, expert et outside support. Le niveau 4, c'est quand tu appelles carrément le constructeur, l'éditeur. Voilà votre travail. Ok, ça c'est les différents niveaux. Donc quand vous allez bosser, on va vous dire à quel niveau vous allez travailler. Julien, on va dire, bah, tiens, tu travailles au niveau 3. Je sais pas, Tom, tu travailles au niveau 1. Évidemment, en général, les salaires changent selon le niveau, l'expertise change, donc vous essayez en général d'aller au niveau 3. Ok. Ok, donc ça c'est le boulot. Maintenant, on va essayer de voir, d'examiner justement l'environnement. Ok. Alors, l'environnement d'un technicien de support, c'est-à-dire que quand vous allez être, ça aussi c'est intéressant, tout ça, tout ce que je vais vous dire là, c'est quel environnement, quel type d'environnement vous allez troubleshooter. Alors, on va faire un autre snapping. Donc, quand vous allez être technicien de support, peut-être que vous allez travailler pour une boîte qui supporte même les personnes chez soi, d'accord? Donc pour tout le monde. Tout dépend de ce que vous faites. Peut-être que vous allez être embauché dans une boîte informatique. Et dans cette boîte informatique, peut-être que la société, elle fait du support pour les particuliers, pour les petites boîtes, les TPE. TPE veut dire très petites entreprises. Les PME, voilà, donc pas les grosses entreprises. Donc ça veut dire que votre business model, ça va être les particuliers, les TPE, très petites entreprises, et les PME, petites et moyennes entreprises. PME, TP, très petite entreprise. Très petite entreprise, c'est quelqu'un qui est seul, 1 ou 3 personnes maximum. Donc quand vous allez troubleshooter, il va falloir savoir quel type d'environnement vous allez troubleshooter. Quand vous allez troubleshooter, vous avez 3 environnements. Les ordinateurs qui sont en workgroup,
les domaines et les clouds. Chaque environnement a ses propres ressources, ses propres fichiers, ses propres folders, ses propres imprimantes. Ces 3 environnements sont là pour sécuriser et protéger les données des utilisateurs. Peut-être qu'on va vous appeler un particulier et le particulier a forcément un environnement sur un workgroup, puisque un particulier, s'il est seul avec son ordinateur ou s'il a deux ordinateurs de chez lui, un pour lui, un pour ses enfants, un pour sa femme, peut-être que déjà ils veulent partager les informations. Donc vous êtes dans un environnement peer-to-peer. Peer-to-peer. Une TPE peut très bien avoir la secrétaire, le vendeur et peut-être un petit serveur d'impression. Vous voyez. Dans ce cas-là, vous êtes toujours dans une logique peer-to-peer. Peer-to-peer. Vous vous souvenez, on revoit tout ce qu'on a vu depuis la formation. Donc le premier environnement, c'est l'environnement workgroup. Workgroup, c'est vraiment pour des petits groupes d'ordinateurs. On vient de le voir. C'est pas très sécure. Chaque ordinateur maintient sa propre base d'utilisateurs. Donc si ici il y a un utilisateur en TPE qui s'appelle Eric, hein, vous vous souvenez, on a vu tout ça lundi. Eric, un autre qui s'appelle Paul. Si Paul doit aller sur Eric, vous devez créer un utilisateur Paul ici. Et si Eric veut aller sur Paul, il faut créer ici un utilisateur Eric. D'accord? Donc on voit bien que c'est une base de données. Donc ça veut dire que vous, si vous avez un souci d'accès, le problème viendrait de cette base de données. Ok. Par contre, le réseau est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrôleur de domaine dans lequel il y a l'Active Directory. Vous voyez? Donc en général, le workgroup, c'est pour des petits groupes, home office, petits business, qui sont l'un à côté des autres et qui sont tous interconnectés avec un switch. C'est-à-dire que vous aurez dans la boîte un switch ou un hub. On en parle de switch maintenant, du switch. Donc vous aurez un petit switch comme ça et les câbles réseau vont venir se connecter. Alors si c'est propre, ça va. Sinon, ça peut vite devenir le bordel. Ensuite, vous avez le deuxième type, c'est le domaine. Alors, domaine, est-ce que tu peux m'expliquer, Julien? Qu'est-ce que c'est que, et dans quel cas dans quel type de société, particulier TPE ou PME, tu verras ce genre de config? Est-ce que tu peux nous dire, Julien? Domaine. Alors, domaine, c'est un serveur qui gère l'ensemble des différents ordinateurs qui sont tous interconnectés dans le même réseau. Voilà. Et donc, au final, quand la personne se connecte sur un ordinateur, elle se connecte via le serveur et pas sur l'ordinateur en local. Bravo. Et tu trouves ça plutôt dans les particuliers, les TPE ou les PME? Moi, je le verrais plutôt dans une PME. Oui, voilà. Voilà, mais évidemment. Évidemment. Donc, en fait, compte. Encore que c'est comme ça c'est comme ça qu'on pourrait fonctionner, nous, avec notre petit réseau. C'est Ouais. dans tout ce que tu nous as montré, nous, on est plutôt en workgroup dans mon système. Ouais. Bien que l'ordinateur qui gère le soft soit justement un serveur. Mhm. Et je pense qu'on aurait un intérêt à passer en domaine. Ben moi, je pense que oui, parce qu'en plus, tu as une base. Donc, on a compris que c'est un groupement logique d'ordinateurs qui vont se partager une base commune qui s'appelle l'Active Directory. Ouais, ça apporte beaucoup d'avantages, comme tu dis, Julien. Et on va avoir dans un domaine un serveur. Alors, il faut avoir du coup quelqu'un qui s'occupe de l'informatique. Ça, c'est évident que c'est pas la TPO, la particulier, qui va installer le rôle Active Directory. Donc là, on installe un serveur avec le rôle AD. Et puis on a vu que du coup, ça permet d'avoir un accès centralisé, un seul point d'administration, et puis tu as tous tes postes de travail ici, tes serveurs qui sont membres du domaine. Donc finalement, on regroupe tout ça au sein d'un même domaine, et dès que tu te connectes, tu as accès à toutes les ressources d'un domaine. Donc évidemment, ça demande une connaissance de l'Active Directory. Et c'est évident que là, ça demande un niveau déjà beaucoup plus haut d'expertise. Ok, donc ça c'est le deuxième, disons, type euh, de contexte que vous pouvez trouver. Et le troisième, c'est évidemment le cloud. Alors là, je vais poser une question à Charlie. Le cloud, tu vas le trouver, Charlie, chez les particuliers, les TPE ou les PME? Pour moi, c'est PME. Hein. Et aussi, non, en fait, les trois, qu'est-ce que je raconte Voilà. Ouais, j'étais un piège. Non, C'était un ouais, piège. parce que j'ai pas en tête OneDrive et tout. Ouais, mais les oui, trois, bien joué, tu vois, c'est aujourd'hui, et le cloud, ça paraît facile, mais
à chaque fois que je parle avec des gens, des personnes âgées ou des gens qui connaissent rien dans l'informatique, alors là, le cloud, c'est waouh. Alors là, l'Apple Drive qui est plein, tu as un message sur ton téléphone, est-ce qu'il faut payer, tout ça, enfin bon, voilà, les trucs classiques. Donc, le cloud, on peut le voir dans chaque type particulier, TPE, PME. N'oubliez pas il y a deux types de cloud. D'accord? Vous avez une première solution. Est-ce que vous savez comment s'appelle le cloud chez Microsoft? C'est le Microsoft Drive. Plus généralement. Ah, je sais pas. Quelqu'un d'autre peut répondre, hein. C'est Microsoft 365. Bah oui. Ok. Anciennement Office 365. Donc, c'est un ensemble d'applications online. Qui peut me donner quelques exemples d'applications qui sont fournies avec un abonnement? Allez-y, je vous écoute. Bah, OneDrive, du coup. Alors, OneDrive. Quoi d'autre? Bah, tout ce qui est Excel, Office O- 365. Office. Quoi d'autre? Xbox Live, Comment? Xbox Live. Non. Bah, il y a un abonnement, effectivement. Allez, vous allez trouver. Quelque chose qu'on utilise depuis Oui. lundi. Intune. Non, depuis lundi, on n'utilise pas Intune. Teams. 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 Quoi d'autre? SharePoint, par exemple, etc. Exchange. Enfin, bon, SharePoint. Ouais. tout un ensemble de solutions. Voilà. Donc, en fait, compte, quand vous êtes technicien de support, peut-être que vous allez devoir faire du support sur des applications, justement, sur OneDrive, sur le cloud. Ça veut dire qu'il faut avoir, et ça, en général, c'est niveau 1 et niveau 2, au niveau du tiering, ok? Niveau 1, niveau 2. Et puis, vous avez une autre techno qui s'appelle Azure. Qui sait ce que c'est que Azure? Qui sait ce que c'est que Azure? Ben, Azure, c'est ce que je vous montrais à l'écran. C'est un portail où vous allez louer des serveurs, vous allez louer des ressources dans le monde. Ok, donc là, vous voyez que je suis sur Azure. Et là, j'arrive sur un portail. Et au lieu de créer mes machines virtuelles sur mes serveurs, au lieu d'acheter des serveurs physiques qui coûtent cher, Sure. je vais en profiter pour migrer des données sur Azure. Ok. Azure. Donc Azure, c'est l'infrastructure as a service. Ça veut donc dire que j'ai ici la possibilité de créer des sites web, des machines virtuelles, du base de données, etc. Tout. Donc, si j'ai besoin de créer des machines virtuelles, bah, je peux en quelques secondes créer des machines virtuelles. Je peux créer, donc si j'ai envie de créer une machine virtuelle, je vais dans Azure Virtual Machine. Alors là, par contre, On c'est peut pour... dire que c'est Ouais. un concurrent de VMware. Oui, parce que Ah, c'est hyper V, ouais. Ouais, c'est hyper V, ouais. ah, Mais ça fait beaucoup plus que ça, hein. Là, c'est la machine virtuelle, c'est juste une petite partie de ce que propose Microsoft. Donc là, je peux choisir Ubuntu, je peux choisir Red Hat, je peux choisir ce que je veux comme OS, vous voyez. Et puis, je peux créer ma machine dans n'importe quel pays que vous voyez ici. J'ai le droit de le créer partout, hein. Je peux le créer au Japon, en Corée, en Canada, pas en Corée du Nord, hein. Ça marche pas là. Australie, etc. Tout. Mais c'est pas un concurrent de VMware parce que tu vois que tu peux créer aussi du, euh, non, c'est du VMware. app service. Alors c'est Hyper-V derrière, mais tu peux créer aussi des bases de données SQL, du machine learning, de l'AI, intelligence artificielle, du développement, des sites web, tout. Donc c'est comme Amazon AWS, tu vois, Mhm. mais beaucoup plus puissant. Ouais. Fabrice, Oui, monsieur. excuse-moi, est-ce que tu peux m'éclairer sur des appellations comme Quest et Tenant? Quest. Non, Ouais, tenante, tu veux dire. Quest, ça n'a Tenant, rien à ouais. voir. Ah, alors un tenante, Ouais. qui sait ce que c'est qu'un tenante? C'est une bonne question, ça. Alors, en fait, compte, un tenant, c'est quand tu utilises soit Office 365, soit Azure,
Un tenant, c'est un abonnement que tu prends. Donc un abonnement. Alors, c'est pas que ça, c'est et plus un domaine. C'est-à-dire que tu as en général, quand tu commences à travailler avec le cloud, tu as un domaine qui est onmicrosoft.com. Onmicrosoft.com. Donc Microsoft.com. Hein. Donc ça veut dire que tu te bases sur Microsoft pour créer ton tenant de base. Après, tu as un custom domaine, évidemment. C'est ça un tenant. Un tenant, c'est un abonnement plus un nom de domaine qui est propre à toi, qui est isolé par rapport aux autres et qui te permet de créer et de synchroniser tous tes comptes dans l'Active. D'accord? D'accord. Merci. Je t'en prie. Alors maintenant, parlons des différentes étapes que vous avez. Ça, c'est le travail classique, mais tout ce que je vous dis, je pense que vous connaissez, mais c'est toujours bien de le revoir. Franchement, c'est quand même assez facile à comprendre. Le premier, c'est classification. Qu'est-ce que c'est la classification on va poser la question à Florent. C'est une bonne question. Je suis en train de Répétez la regarder dans la doc, mais comme c'est en anglais, je vais avoir du mal à traduire. Non, mais comme ça. Hein. Non, mais je ne vois pas spécialement. D'accord, Charlie. C'est Classifier peut-être le problème. en fonction de Ouais. niveau de problème, quoi. Voilà, on va classifier selon la nature du problème. On va récupérer un maximum d'informations et on va dire qu'est-ce que c'est comme problème. Ok, donc on va classifier, c'est-à-dire on va dire est-ce que c'est un problème Hardware. déjà hardware, software, est-ce que ça paraît important, est-ce que l'impact est important, genre l'utilisateur il t'appelle, il peut plus bosser, donc là en général. C'est déjà arrivé aussi. Comment? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que tu peux tout de suite résoudre le problème? Ou est-ce que tu dois loguer le problème, enregistrer le problème? Est-ce que tu dois prendre des procédures pour pas qu'il y ait de voilà Impact. voilà pas d'impact? Et c'est là où tu dois te dire est-ce que tu montes ça au deuxième niveau. Ensuite, Il y a, ouais, Fabrice, excuse-moi. t'en prie. Il y a, je pense qu'il y a plusieurs facteurs ou bien, oui, plusieurs facteurs à prendre en compte lors de la classification du problème. Vas-y, Par dis-moi. exemple, un utilisateur qui n'arrive pas à imprimer, et ça n'a pas le même impact qu'un agent de ressources humaines Ouais. qui n'arrive pas à saisir Ouais. la fiche de paye. Ouais, bien sûr. Bien entendu, bien entendu. Voilà. Tu as Non, mais c'est bien. Donc, la classification, c'est toi qui devras classifier ça, parce que si tu es au niveau 1, c'est à toi de classifier. Donc, tu dois faire un report, c'est-à-dire tu dois voilà, récupérer déjà l'appel, le call, et ensuite tu dois faire un gathering, c'est récupérer un maximum d'informations en anglais. Hein. Gathering, c'est récupérer les informations. Et tu dois essayer de diagnostiquer la nature du problème et le scope, c'est-à-dire est-ce que c'est sur l'impression, est-ce que c'est sur le réseau, etc. Si tu arrives à le faire. Et tu essayes de trouver le problème tout de suite. Il y a pas mal de boîtes maintenant qui obligent à, comment dire, au niveau par exemple 2 et 3, 4, etc., de fournir une doc de solution pour que le niveau 1, où ça se reproduit, puisse prendre à la doc pour résoudre le problème lui-même. Et évidemment qu'il faut avoir une knowledge database, base de connaissances qu'il faut mettre à jour, parce que s'il y a le même problème, tu vas rechercher, tu vas pas aller sur Internet, tu vas d'abord rechercher en interne. Un peu comme quand vous faites des tickets de support, ils essaient de voir si déjà il n'y a pas d'autres personnes qui ont eu le même problème. Ça évite que tu appelles la boîte. Hein. Donc la boîte, elle préfère que tu trouves toi-même ton problème que tu l'appelles. Donc là, dans le niveau classification, tu vas essayer de résoudre ton problème tout de suite. Ensuite, il y a le test. C'est quoi le test, Julien? C'est en fonction de. Alors, je vois deux choses. Soit tu testes le problème pour voir si la personne elle l'a bien défini. Soit tu testes une solution que tu aurais toi trouvé en fonction du problème. Donc je sais pas l'un ou l'autre. Dans le sens où tu sais des fois si la personne elle te dit j'ai tel ou tel problème, ça va pas forcément être super précis quoi. Ok, donc le test c'est donc soit tester le problème, soit tester une solution. Je saurais pas te dire lequel des deux, ou soit les deux.
Alors, en fait, compte, une fois que tu as pris ce rapport, une fois que tu as récupéré le problème, tu vas commencer par la phase de test, ok, ce qu'on appelle la testing phase, ok, testing, et tu vas voir, tu vas essayer d'utiliser un ensemble de process pour probablement causer et trouver le problème, d'où ça vient. Donc, ça veut dire que tu vas lister les causes possibles. Donc, par exemple, tu vas essayer d'isoler pour arriver vraiment au problème. Donc, tu vas faire la différence dans la partie test. Tu vas essayer de savoir est-ce que c'est un problème de serveur ou de poste de travail, c'est-à-dire de workstation. Est-ce que c'est un problème hardware ou software? C'est ça, hein, la phase de, entre guillemets, test, hein, entre guillemets, hein. Alors, moi, je dis test, analyse, hein, c'est la même chose, hein, hardware. Et puis, est-ce que c'est un problème d'operating system ou d'application? Ou, ou, et d'application. Et l'avantage, c'est que tu vas éliminer les causes possibles. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'aider ensuite pour passer à un niveau tiering, un autre tiering. Et tu vas essayer donc tu vas réduire les causes problèmes, les causes, et tu vas commencer à faire un tas. Le test process, c'est tu vas déterminer la cause problème, les causes du problème, d'accord? Un moyen de tester, c'est de reproduire le problème. La meilleure façon de tester, c'est de reproduire le problème. Ça veut dire que tu vas essayer de faire la même chose que l'utilisateur pour voir. Si tu arrives à reproduire le problème facilement, tu peux déterminer la route cause. Si le problème est très difficile, peut-être que tu dois faire de l'escalation. Alors justement, c'est quoi escalader? Si tu n'arrives pas à trouver le problème, tu dois demander de l'aide. Donc, tu as un niveau 2. Okay. Et là, on l'a vu tout à l'heure ce que c'est, hein, les différents niveaux 1, 2, 3 et 4. Et le niveau 0, c'est quand l'utilisateur lui-même trouve un problème. Tant mieux, hein, parce que vous, évidemment, vous préférez des utilisateurs qui trouvent eux-mêmes la solution à leur problème et qui vous appellent même pas. Bon, s'il y a un problème d'imprimante et qu'il a trouvé tout de suite, c'est un problème de câble qui n'est pas branché. Franchement, ça te fait chier d'aller intervenir pour un utilisateur qui a débranché son câble. Enfin bon, t'as pas que ça à faire. Non, t'es d'accord? Non. Et c'est là où c'est important, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que le problème a été trouvé, il va falloir le documenter. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un truc et surtout dans le documenter, mettre la solution qui a été trouvée. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si le problème à nouveau arrive, vous allez pouvoir trouver dans ce qu'on appelle une base de données, Knowledge Database, ce qu'on appelle vous savez, une KB. Vous connaissez le mot KB, hein, comme TechNet, hein, chez Microsoft. TechNet ou MSDN. MSDN, c'est plus pour des développeurs. C'est là où des forums, hein, vous savez qu'il existe plein de forums. Voilà. Donc, vous voyez que on a bien vu ensemble la différence qu'il y a entre classifier, tester. Tester, c'est savoir d'où ça vient le problème et surtout essayer de reproduire le problème. Donc, imaginons que Julien, tu as un souci d'accès à un partage. Eh bien, il suffit que j'ai un utilisateur qui a les mêmes permissions que toi. Évidemment, je ne veux pas utiliser ton login et ton mot de passe, ça c'est interdit, hein, ce serait trop facile, hein. Surtout ne jamais demander à un utilisateur un login et un mot de passe, parce que si tu le files et qu'il y a un problème, tous les deux vous êtes dans la merde, hein. Il n'y aura pas de. Hein, voilà. Et en général, c'est plutôt toi qui sois dans la merde parce que tu as l'utilisateur, l'idée de bonne foi, et toi, tu as récupéré une information privée. Mais imaginons que j'appelle Florent. Florent, je te dis, écoute, j'ai un problème, j'arrive pas à accéder à un fichier sur un partage. Donc, Florent, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, j'appelle le helpdesk. Ouais. Et le helpdesk, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginons maintenant, toi, tu es le helpdesk, Florent. D'accord? Donc, toi, tu es le helpdesk. Donc, je t'appelle moi. Salut, Florent, j'ai un souci, j'arrive plus à accéder à un partage un fichier dans un partage. Vous savez, un share, hein. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour tester et reproduire le problème? Eh ben, je vais déjà voir sur son poste comment ça se passe. Donc, je vais Bien, je vais lui demander de prendre le contrôle et bien, puis je vais reproduire tout de suite son problème à lui. bien. Continue. Et puis après, j'essaierai de voir de mon côté si moi Mais, j'arrive à me connecter sur son truc. mais comment tu fais pour te connecter sur son truc? Avec quel compte? Bah, si je fais partie du même domaine et tout Oui. ça, normalement, je devrais pouvoir.
et du même Ah. groupe que lui, parce que il Oui, faut que voilà. tu aies les mêmes niveaux de permission que lui. Tu vois? Oui, oui. Voilà, c'est bien. Généralement, c'est pas le cas. Oui, en général, malheureusement, c'est pas Disneyland, hein. Bon, allez, ok. Alors maintenant, on va essayer de voir, on va essayer d'avancer. Donc, vous voyez, on avance tout doucement sur les choses assez classiques, hein. Vous allez me dire, ouais, bon, tu nous apprends pas grand-chose, mais bon, voilà. Alors maintenant, attention, le reporting. Donc là, on va essayer, donc on va essayer de comprendre, euh, et on va respecter en fait compte les différents, tout ce qui est rapport. Le problème reporting, c'est quoi? Ça doit inclure la détection du problème, les les options que l'utilisateur peut trouver lui-même, comment contacter le helpdesk, la classification du problème, le support initial, l'escalation, la résolution et la fermeture. Donc déjà, la première chose, c'est détecte problème. Donc le process commence quand l'utilisateur va détecter un problème sur son ordinateur, hardware, operating system ou application. Si le problème il est intermittent, peut-être que l'utilisateur va pas faire d'action particulière. Si le problème revient souvent, il y a une action. Une action, ça veut dire quoi? C'est qu'il va contacter le helpdesk. Ça, vous avez compris. Encouragez, s'il vous plaît, encouragez l'utilisateur à trouver, à essayer de se débrouiller lui-même. C'est très important de les former les gens sur la sécurité, sur plein de choses, parce que, l'utilisateur il sera content, il sera impliqué. Si vous l'encouragez pas à régler un problème, dès qu'il va avoir n'importe quel souci, il va rien faire, il va flipper, il va plus travailler, il va plus avancer, il va vous appeler. On a souvent ça, nous, avec pas mal de clients. Ah ouais? Bah, encore hier, il y a un client qui nous a appelé pour nous dire l'imprimante, elle marche plus, j'arrive plus à imprimer. C'est mon patron qui l'a eu au téléphone. Il a dit, bah, est-ce que l'imprimante à 5 mètres de toi, elle fonctionne? Il a fait oui. Il fait, bah, va imprimer cette imprimante-là. J'ai pas le temps. Ah là là.